Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 15 000 têtes de moutons importées de la Roumanie sont arrivées au port d'Alger ce matin en prévision de Eid al-Adha. Un deuxième navire chargé de 12 000 têtes de moutons arrivera au port d'Alger demain. Sofiane Chaïb rencontre à Bruxelles des chefs d'entreprise, investisseurs et membres de la diaspora algérienne de Belgique et du Luxembourg afin de renforcer les liens entre l'Algérie et la communauté nationale établie à l'étranger. La diversification économique en Algérie devient une réalité tangible selon la Banque mondiale qui a publié un rapport intitulé « Comment l'Algérie façonne son avenir économique ». On y revient dans un moment. Dans l'actualité internationale, cette conférence de presse animée par la coalition Sahel démocratique qui appelle la communauté internationale à soutenir les aspirations démocratiques du peuple malien. Radio Abraham, une nouvelle étape dans l'infiltration sioniste de la société marocaine. Elle représente une offensive politique et une manœuvre du Makhzen visant à imposer un alignement politique dicté par des intérêts sionistes avérés au Maroc. Et entre-temps, l'entité sioniste poursuit son massacre à Gaza. Au moins 56 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés depuis hier soir dans des frappes aériennes sionistes. Bienvenue à tous. En prévision de Eid al-Adha, 15 000 têtes de moutons importées de Roumanie sont arrivées au port d'Alger ce matin. Cette mesure est la concrétisation de l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'importer 1 million de moutons de l'Aïd. Un deuxième navire chargé de 12 000 têtes de moutons arrivera au port d'Alger demain. Les moutons seront transportés directement vers les zones de mise en quarantaine en prévision de leur distribution sur les points de vente recensés par les services de Wilaya, tout en assurant le contrôle sanitaire et sécuritaire par les services compétents d'autres ports du pays connaîtront la même opération. On écoute. Le premier quota de moutons nous vient de Roumanie. Il est au nombre de 500 000 têtes qui parviendront graduellement aux différents ports du pays. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes au port d'Alger. De nouvelles cargaisons arriveront dans plusieurs ports du pays, 9 ports au total. Il y aura une quarantaine dans des lieux spécialement aménagés, d'abord pour s'assurer de la bonne santé des moutons et aussi pour garantir la sécurité du consommateur. Ces moutons seront transportés vers toutes les wilayas du pays. Des comités locaux spécialement désignés à cet effet prépareront toutes les conditions nécessaires, aménageront les lieux de vente et accompagneront les citoyens dans l'achat des moutons de l'Aïd. 9 ports sont mobilisés pour cette opération, à l'exception du port pétrolier d'Arzéou. Les responsables locaux sont mobilisés pour le bon déroulement de cette opération et travaillent avec sérieux pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions et de manière fluide. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur la modernisation de la gestion consulaire et la prise en charge optimale des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a présidé hier une réunion de travail au siège de l'ambassade d'Algérie de Bruxelles. Cette rencontre a constitué une étape importante dans l'évaluation des dispositifs mis en place en faveur de la diaspora algérienne résidant dans cette région, a permis un échange approfondi sur les moyens de renforcer la qualité des prestations consulaires. Il a également été question de l'accompagnement des projets économiques portés par les membres de la communauté, de transfert d'expertise et de mobilisation des compétences algériennes établies à l'étranger. Des orientations et des instructions ont été communiquées aux chefs de poste consulaire afin d'adapter davantage l'action consulaire aux réalités et attentes des ressortissants algériens vivant en Europe du Nord. Sofiane Chaïb a justement rencontré à Bruxelles des chefs d'entreprise, investisseurs et membres de la diaspora algérienne de Belgique et du Luxembourg. Il s'agit de renforcer les liens entre l'Algérie et la communauté nationale établie à l'étranger, faire de cette dernière un acte dynamique du développement économique du pays. Afaf Blouchette.
Valorisation de la diaspora algérienne, objectifs économiques nationaux ambitieux, diversification des sources de croissance, soutien concret à l'investissement productif et surtout une volonté politique affirmée de transformation. C'est un discours mobilisateur qu'a prononcé Sofiane Chayeb, secrétaire d'État, devant les acteurs économiques de la diaspora algérienne établis en Belgique et au Luxembourg. الهدف هو السماح للمتدخلين من رواد الأعمال والكفاءات الجزائرية المقيمة ببلجيكا وبلوكسمبورغ أن يتدخلوا بأسئلتهم وبانشغالاتهم وأن يتفاعلوا مع المتدخلين سواء كان ذلك مع السيد كاتب الدولة أو مع السيد وزير اقتصاد المعرفة أو كذلك أيضا مع ممثل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. Et pour ce faire, une partition à 3 voix. À ses côtés, la représentante de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement a présenté un climat d'affaires en mutation. Et en visioconférence, le ministre de l'économie, de la croissance, des start-up et des micro-entreprises a mis l'accent sur l'innovation comme levier stratégique de croissance, tout en rassurant sur la maîtrise des données numériques, désormais sous l'égide directe de la présidence de la République. Ce ministère, qui a commencé en 2020 en tant que ministère, aujourd'hui est un haut commissariat rattaché à la présidence de la République. Donc pour vous dire à quel point les données aujourd'hui et la numérisation, plus généralement, est un sujet très important et qui est vraiment l'une des préoccupations majeures du premier responsable du pays. Start-up, micro-entreprises, incubateurs, recherche et développement, l'écosystème entrepreneurial algérien se structure, attire et suscite l'intérêt. C'est ce qui ressort des témoignages recueillis sur place. C'est un domaine dans lequel on travaille depuis une quinzaine d'années. On a eu la chance d'accompagner plusieurs centaines de projets dedans. Ayant voyagé énormément sur Terre, on a rarement vu un endroit où le terrain et le terreau étaient aussi favorables et prolifiques qu'en Algérie. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une vraie volonté. Là, moi, je me posais beaucoup de questions sur la question justement des formations et aujourd'hui c'est sorti. Nous pensons que le climat des affaires est très attractif en Algérie et qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent pour pouvoir, nous en tant que membres de la communauté algérienne à l'étranger, venir en Algérie et proposer des opportunités d'investissement sur place. Mais au-delà des considérations techniques et économiques, c'est un véritable changement de paradigme qui s'opère dans le rapport de l'État à ses ressortissants à l'étranger. D'abord, nous assistons déjà à une nouvelle génération de ministres, parce que c'est des ministres relativement jeunes, qui s'expriment très bien dans les deux langues, aussi bien en arabe qu'en français, et en anglais aussi, donc même 3 langues, voire même plus. Donc ce qui est, en termes de communication, déjà, ce qui est très positif. D'autre part, nous sentons réellement une proximité. On parle aussi des points positifs et négatifs en termes de développement en Algérie. On parle aussi de la communauté algérienne à l'étranger, donc plus les immigrés, comme disait le secrétaire d'État. Donc j'ai trouvé ça très sympathique, car moi donc je suis algérienne née en Belgique et du coup je me retrouve énormément. À travers cette rencontre, c'est un pont solide qui se construit entre l'Algérie et sa diaspora, un pont fait d'écoute, d'ambition partagée et de confiance retrouvée, loin des discours figés, place désormais à l'action concrète, à l'innovation collective et à une vision commune du développement. Et je rappelle que c'était un reportage sur la rencontre du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger qui a rencontré des chefs d'entreprise, investisseurs et membres de la diaspora algérienne de Belgique et du Luxembourg. En Algérie, la diversification économique devient une réalité tangible. Des efforts ont été entrepris afin de promouvoir les exportations. Rien que pour cette année, l'objectif est atteint. 10 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures ont été réalisés. Selon la Banque mondiale, notre pays amorce un nouveau chapitre de son histoire économique. Yasmine Saudi. La diversification de l'économie algérienne est désormais une réalité tangible. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la Banque mondiale dans un article publié sur son site internet intitulé « Comment l'Algérie façonne son avenir économique ». Selon l'institution Bretton Woods, le paysage opère une transformation profonde pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures et attirer les investissements étrangers. Les mesures récentes mises en œuvre pour diversifier l'économie nationale commencent à porter leurs fruits, les exportations hors hydrocarbures ayant triplé en 2023 par rapport à 2017. Les engrais, les produits sidérurgiques et le ciment figurent parmi les principaux produits exportés. Le secteur agricole n'est pas en reste, avec des progrès notables dans l'exportation de produits alimentaires frais. L'Algérie renforce aussi ses capacités dans le domaine de la qualité
Le nombre de laboratoires accrédités étant passé de 77 en 2021 à 135 en 2024, soit une augmentation de 75%. Parmi les réformes clés mises en avant, la Banque mondiale cite le système communautaire portuaire algérien lancé en juillet 2021 avec son appui technique qui permet de réduire les délais de dédouanement en reliant les douanes, les compagnies maritimes et les exportateurs via une interface unique. Autre élément clé de cette diversification, la loi sur l'investissement de 2022 qui comporte plusieurs incitations, notamment des exonérations fiscales et douanières, ainsi qu'une simplification des procédures administratives par le biais de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, API, qui a développé une plateforme numérique facilitant l'accès aux fonciers, à l'information et aux avantages prévus. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un potentiel considérable pour diversifier ses exportations et s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Le défi actuel est de capitaliser sur cet élan, notamment en s'attaquant aux barrières structurelles et en renforçant la compétitivité. L'Algérie compte également développer des ressources pétrolières et gazières. C'est dans ce cadre qu'intervient la visite de travail qu'effectue la délégation du groupe Sonatrach aux États-Unis d'Amérique, conduite par son PDG Rachid Hachichi. La délégation a visité des structures de la compagnie américaine Chevron au Nouveau-Mexique et a suivi un exposé détaillé sur les techniques adoptées par la compagnie américaine dans les gisements situés dans les bassins de Denver, Julesburg et Cava Muerta. La délégation a également visité une station d'épuration des eaux usées récupérées dans les puits pour leur réutilisation dans d'autres puits, une station d'hydrofracturation. La délégation de Sonatrach a aussi visité un centre de stockage de batteries et une station de production d'énergie solaire où elle a pris connaissance des techniques les plus modernes utilisées par Chevron dans ses installations énergétiques. On revient sur cette actualité qui provoque une vive réaction. L'arrestation d'un agent consulaire algérien à Paris, un acte jugé en totale violation des conventions diplomatiques. Les tensions entre Alger et Paris ont depuis franchi un nouveau cap. Difficile de ne pas pointer du doigt certaines attitudes qui jettent de l'huile sur le feu, à commencer par celle du ministre français de l'Intérieur, Adel Bouhames et Raouf Hamouch. En faisant fi des différentes conventions régissant le statut des employés consulaires, le ministre de l'Intérieur français a fait montre d'une bassesse et d'un comportement digne d'un voyou. Devant des agissements pareils, c'est l'État français qui recule en laissant place à des comportements loin d'être conformes, notamment à la Convention de Vienne faite le 24 avril 1963. Une convention qui stipule clairement qu'en l'absence de preuves en raison de la violation des procédures de poursuite et non-respect de l'obligation d'informer l'État d'origine de l'intéressé, la procédure engagée par la justice française est considérée comme illégale. On a utilisé cette affaire pour mettre dans la gêne les relations bilatérales qui se trouvaient dans une phase de réchauffement. L'ensemble de ces mesures qui ont été prises ont été décidées à l'instigation de services sous la tutelle du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui assume entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation créé dans un contexte tout à fait particulier, car je veux rappeler qu'il y a eu l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État le 31 mars dernier. C'est un entretien téléphonique qui a permis d'acter cette volonté de renouer le dialogue entre les deux pays et de donner à la relation bilatérale une ambition tout à fait nouvelle qui englobe l'ensemble des spectres des questions de coopération d'intérêt commun. Comme la fin justifie les moyens et agissant de la sorte, Retailleau a dévoilé au grand jour son obsession maladive de l'Algérie et révèle ainsi ses plans machiavéliques pour accéder à l'Élysée, quitte à mettre en péril la parole de son président, censé être la voix officielle de la France, mais qui reste sans voix devant Retailleau, qui semble trouver du plaisir à traîner dans la boue la crédibilité non seulement de son président, mais aussi celle de son pays.
Au Mali, l'opposition donne l'alerte. Lors d'une conférence de presse, les intervenants dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir militaire au détriment des libertés fondamentales. L'élection présidentielle, sans cesse repoussée, accentue le flou et la tension. La coalition Sahel Démocratie appelle la communauté internationale à rester vigilante et surtout à soutenir les aspirations démocratiques du peuple malien. Walid Yousfi. Organisée par la coalition Sahel Démocratie, cette conférence a pour but de tirer la sonnette d'alarme sur les graves dérives autoritaires du régime militaire en place au Mali. Lors de cette rencontre, les intervenants ont appelé à un retour immédiat à l'ordre constitutionnel et au respect des libertés fondamentales de plus en plus restreintes dans le pays. La coalition Sahel Démocratie a tenu vendredi 18 avril 2025 à Paris un point de presse pour exprimer devant la presse africaine et internationale son regret de constater que la junte de Bamako cavale seule et décide d'aller vers la dissolution des partis politiques maliens. Le multipartisme intégral a été consacré en 1991 où des martyrs ont donné de leur vie. C'est une démocratie arrachée au prix du sang. On ne peut pas la piétiner. L'état de droit, la liberté d'expression et la démocratie sont des éléments sacro-saints de notre Constitution. Et nous invitons Assimi Goïta à revenir sur cette décision et n'est pas aller jusqu'au bout, parce que ça va créer une nouvelle crise politique. Depuis la prise de pouvoir par les militaires, l'élection présidentielle censée marquer la fin de la transition a été plusieurs fois reportée, provoquant l'exaspération d'une grande partie de la population malienne. Malgré les appels récurrents en faveur d'un calendrier électoral clair, les autorités de transition semblent déterminées à conserver le pouvoir, accentuant les crises politiques. Le peuple malien, dans son entièreté, depuis 8 mois, souhaite le retour à l'ordre constitutionnel normal. Le peuple malien veut choisir son président, veut que les élections se tiennent. Le peuple malien n'a plus confiance en Assimi Goïta, qui joue à la ruse, à la propagande, au mensonge d'État, incapable de sécuriser l'intérieur du Mali et les Maliens et le Mali, qui a une diplomatie à cascade, conflictuelle, pour se maintenir au pouvoir. Il profite du désordre pour garder le pouvoir. La coalition Sahel Démocratie appelle la communauté internationale à rester vigilante et à soutenir les aspirations démocratiques du peuple malien. Au Maroc, le malaise social ne fait que croître. Des voix dénoncent une gestion opaque du pouvoir, une économie entre les mains d'une élite proche du régime du Marzen et des décisions politiques qui creusent davantage les inégalités. Un système hérité de la colonisation est pointé du doigt, privé de ses droits. Le peuple marocain se sent trahi et poussé à l'exil faute d'alternative. Hafida Absadour et Mrim Damis. Des voix s'élèvent de plus en plus contre la politique socio-économique menée par le Marzen, accusé d'appauvrir la population tout en détournant les richesses du pays au profit d'une élite proche du pouvoir. Certains observateurs dénoncent un système hérité de la France coloniale sous l'autorité du maréchal Lyautey, dont la statue demeure un témoignage de l'histoire d'un régime qui a sacrifié sa souveraineté et la dignité du peuple sans remords. Aujourd'hui encore, le Marzen engage de nouveau le pays dans un jeu de compromis au service de ses intérêts illusoires et de ses ambitions expansionnistes au détriment du droit de son peuple à une vie digne et stable sur sa propre terre. Les terres marocaines sont désormais livrées de force au profit de puissances étrangères. Celui qui s'approprie ce qui ne lui appartient pas pour nous coloniser, puis prétend des années plus tard que les Marocains ont vendu leurs terres à l'entité sioniste se trompe lourdement. Nous sommes prêts à mourir pour notre terre, même pour des milliards. Jamais nous la leur céderons. Dans quel pays vivons-nous, au Maroc ou en Israël? Si nos droits sont bafoués, je n'ai d'autre choix que de partir avec mes enfants. De l'héritage colonial français à l'alignement sioniste, cela fait des décennies que le Marzen et ses institutions entretiennent la corruption et la répression dans le pays. La principale victime reste le citoyen marocain, épuisé par des promesses sans lendemain, voyant ses espoirs s'effondrer dans l'impasse de la normalisation.
Radio Abraham, une nouvelle étape dans l'infiltration sioniste de la société marocaine sous couvert de la diversité. Cette station vise à consolider la normalisation et représente une offensive politique et une manœuvre du Makhzen visant à imposer un alignement politique dicté par des intérêts sionistes au Maroc. Yasmine Msaoudi. Des médias marocains ont évoqué une propagande déguisée derrière le discours de paix et de dialogue prôné par Radio Abraham, dont le patron Ahmed Shar'i est à l'origine d'initiatives médiatiques pro-sionistes. La création de cette radio sioniste au Maroc est avant tout une manœuvre du Makhzen pour manipuler l'opinion publique. En permettant l'implantation de cette station, le régime cherche à faire accepter sa normalisation avec l'entité sioniste, en dépit du rejet massif de cette normalisation par le peuple marocain. Cette station ne relève pas d'un simple choix médiatique, elle participe à une stratégie d'influence visant à imposer un alignement politique dicté par des intérêts sionistes avérés au Maroc. Loin d'être un simple projet médiatique, cette station représente une offensive publique. Derrière son apparence de neutralité se joue une stratégie d'influence destinée à redessiner les repères culturels et politiques du Maroc. Le Makhzen tente d'ancrer des discours alignés avec des intérêts étrangers, en brouillant volontairement les lignes entre information, propagande et manipulation. Derrière cette façade de diversité, ce projet cache des objectifs beaucoup plus cyniques. En autorisant l'installation de cette radio, le Makhzen tente de remodeler la perception du peuple et introduire une vision favorable à des relations internationales qui ne correspondent en rien aux aspirations du peuple marocain. Au moins 56 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans des frappes aériennes menées par l'armée d'occupation sioniste sur la bande de Gaza. Sur le plan humanitaire, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a souligné qu'environ 2 millions de personnes, dont la majorité sont des déplacés, sont confrontées à une nouvelle vague de famine depuis la fermeture des passages par l'occupation sioniste. Retour en Algérie, football, le MC Alger a conservé son petit point d'avance en tête de classement à la faveur de son succès en déplacement contre la Lanterne Rouge du SM Biskra, 1-0, tandis que son dauphin, le CR Belouizdad, a renversé le S Misranem sur le fil 3-2 hier en clôture de la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, marqué également par la victoire de la JS Kabylie en déplacement face à l'USM Alger, 1-0. Demi-finale allée de la Coupe de la CAF, le CS Constantine est à Berkane. Madoui Kherdine et ses protégés sont conscients de l'importance de cette première manche pour la suite de la compétition, nous dit Ismaël Bredia. La première manche de la demi-finale de la Coupe de la CAF, rendez-vous historique pour le CSC, est prévue ce dimanche à 20h contre le RS Berkane. L'occasion pour les Constantinois de poursuivre le rêve africain. Oui, exactement. C'est une demi-finale historique pour le club, pour la ville de Constantine, bien sûr. Notre préparation s'est achevée quand même, je peux dire hier, surtout dans le centre de Sidi Moussa. On a fait une très très bonne préparation. On a axé le travail beaucoup plus sur l'aspect tactique. Comment aborder ce match, comment essayer de malmener cette équipe de Berkane. Les joueurs se sont préparés sereinement pour négocier convenablement le match aller afin de bénéficier de l'avantage du terrain et du public lors du match retour. بركان فريق قوي كما قلت ادى بطوله ساعه المغرب هنا بات تدي البطوله في البطوله المغربيه تكون انت البطل تاعها عرف باللي كفريق قوي حنا درسناه مليح وان شاء الله بطوله افريقيه تختلف على البطولات تاع المغرب ان شاء الله رانا واعيين بالمسؤوليه ان شاء الله وندير مباراه جميله واخويه ان شاء الله. لكن حنا ثاني رانا جاي بنيه نديروا نتيجه وتكون اجواء اخويه ان شاء الله. عندنا مقابله العوده قبل الاولى هذه ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه وتساعدنا الماتش ان شاء الله. La rencontre sera officiée par un trio arbitral libyen. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.